extrêmement vite, notamment toute la première partie, puisque c'est censé couvrir des choses que vous avez en partie déjà vues. Mais vous allez voir, c'est important de faire un rappel des épisodes précédents pour tout remettre en ordre. Et tout remettre en ordre d'une certaine manière en utilisant l'analyse systémique. Et si vous ne connaissez pas déjà, vous allez peut-être comprendre pourquoi apporter de l'analyse systémique dans cette histoire-là, ça fait toute la différence. Ce n'est pas un petit plus, c'est radicalement différent. On comprend les enjeux de façon radicalement différente, on comprend ce qu'on peut faire ou pas de manière radicalement différente. Donc je suis ici pour vous expliquer ça. Dans un second temps, je suis ici pour vous proposer certaines choses. Mais je suis surtout ici... Alors attendez, hop, voilà, oui, déjà. Ça c'est le titre. Je suis surtout ici pour réveiller le monde. Alors ici, face à moi, j'ai des gens qui ont déjà un petit réveil, une partie du réveil. Et pourtant, je suis ici pour vous dire que très probablement, pour la plupart d'entre vous, il faut se réveiller encore plus. Voilà. Il faut se réveiller encore plus parce que les enjeux auxquels on fait face, rapidement, sont des enjeux absolument inédits dans leur nature et dans leur magnitude. Et le truc est le suivant. La nature de ces enjeux n'a pas été comprise. Elle n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise par les dirigeants, elle n'est pas comprise par les journalistes, elle n'est pas comprise par les gens qui travaillent dans le développement durable, dans la transition écologique, ou par les experts qui travaillent dans différents domaines. Elle n'est pas comprise par le grand public. Certains la comprennent, hein, je ne peux pas prétendre que je suis le seul. Ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, effectivement, il y a assez peu de gens qui comprennent. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le monde est spécialisé. Tout le monde est dans un silo. Et tout le monde regarde son silo. Et évidemment, de temps en temps, il y en a qui sortent du silo, voire quelques interactions avec d'autres silos, mais on ne fait pas de systémique. Jamais. Je dis bien jamais. Dans le meilleur des cas, on fait du pluridisciplinaire. Et il y a une grande différence entre le pluridisciplinaire et le systémique. Ce n'est pas la même chose, on va le voir. Donc je suis ici pour vous dire, il faut maintenant sérieusement se bouger les fesses, parce que ce qui est en jeu, ce n'est rien de moins que l'habitabilité de la planète Terre, et ça se joue dans les 20 à 30 prochaines années. Je n'ai pas dit que dans 30 ans, la Terre serait inhabitable, ça va prendre un peu plus de temps que ça, mais ça se joue dans les 20 à 30 prochaines années. Donc oui, il y a plein d'enjeux, il y a plein de sujets. Hein, la réforme des retraites, c'est très important. La fin du mois, pour beaucoup de gens, c'est extrêmement important. La Covid. Mais là, on parle de l'habitabilité de la planète Terre. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, si ce n'est pas immédiatement évident pour tout le monde, c'est que si on n'arrive pas à gérer, à trouver des solutions, des réponses à ce problème, tous les autres problèmes, on sera incapable de les gérer. Voilà. Donc, pour moi, ce problème, c'est le problème majeur qui sous-tend tous les autres. Ça n'empêche pas les autres, mais voilà. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre. Dans un second temps, je vous proposerai des réflexions, des choses. Ah, tiens, bizarre. Donc, comprenons. La problématique à laquelle on fait face est systémique, elle touche toutes les dimensions du système Terre. Et donc, je vais utiliser un format pour vous expliquer des choses, mais des choses qui vont en partie, c'est pour ça que je vais aller très vite, reprendre certains éléments dont vous avez déjà eu connaissance. Le système Terre, c'est 6 dimensions différentes. La première dimension, c'est la lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. Et de cette couche externe, on va tirer un certain nombre de ressources dont nos sociétés modernes ont besoin pour fonctionner, notamment du pétrole. Nos sociétés ont besoin de quoi pour fonctionner ? Du pétrole abondant, en permanence. Il faut que le flux soit anticipable. Hein. Il ne s'agit pas qu'il y en ait beaucoup le lundi, puis rien le mardi. Et il faut que ce soit bon marché. Sinon, le système ne marche plus. Il faut du pétrole bon marché. Attention, pas de trop bon marché, sinon l'industrie n'est plus rentable. Donc c'est un équilibre extrêmement subtil qui ne nous appartient pas. Nous n'avons absolument pas la clé en tant que Français sur le moindre des paramètres qui jouent sur cet équilibre. Si on regarde les grandes découvertes de pétrole, c'était surtout il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de 16%, ce qui signifie que pour chaque baril qu'on découvre, on en consomme 6. Ceux qui vous disent qu'il ne va pas y avoir de problème d'offre de pétrole à relativement court terme se trompent, parce que tous les analystes reconnus et réputés sur la question disent que non, il va y avoir bien des problèmes de disponibilité du pétrole. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas dans le sol ? Non, il y en a dans le sol. Il y en a même beaucoup, et il y en a même trop du point de vue climatique. Mais c'est le flux.
Va-t-on avoir le flux dont on a besoin pour maintenir nos sociétés et notamment pour maintenir leur capacité à opérer une transition énergétique, par exemple? Je ne sais pas. On verra. Alors, je pourrais passer 3 heures, même une semaine entière sur le pétrole, hein, si vous voulez. Mais là, ce n'est pas le but aujourd'hui. J'attire juste votre attention au passage, si ça n'avait pas été fait avant, que la France est à peine productrice de pétrole, 1,5% du pétrole qu'elle consomme environ. À côté de ça, il y a des enjeux de gaz, évidemment, gaz naturel, charbon, etc. Parlons des minerais. On a besoin de minerais pour cette grande transition énergétique qui nous est présentée comme la solution au grand enjeu de changement climatique qui est en train de nous tuer. Donc, oh là là, on va tous crever, mais ne vous inquiétez pas, nous avons une solution, ça s'appelle une transition énergétique. Et elle est conçue comment, cette transition énergétique? Elle est surtout conçue comme on va rajouter différentes façons de produire de l'énergie, des renouvelables. On va stocker l'énergie différemment, avec des batteries. On va se déplacer différemment. Et un certain nombre d'autres choses. Et puis évidemment, il y a quelques lois, il y a quelques normes, il y a quelques pratiques qui évoluent, etc. Mais ça passe quand même beaucoup par la technologie. Le souci, voyez-vous, c'est que pour électrifier nos usages, pour basculer énormément de choses qui sont aujourd'hui qui fonctionnent à base de fossiles vers des choses qui sont électrifiées, il faut des réseaux physiques. Et ces réseaux physiques, ils demandent énormément de métaux, notamment de l'aluminium, et beaucoup, beaucoup plus de cuivre. On va parler un petit peu du cuivre. Ah oui, tiens, excusez-moi, j'avais oublié que d'après, j'avais cette slide qui montre que la France n'est pas non plus très productrice de minerais, donc totalement tributaire de sa capacité à importer ces ressources, des ressources qui vont devenir tendues dans les prochaines décennies. Donc, on va parler du cuivre. Pourquoi ? Parce qu'on a des véritables enjeux, comme je vous disais, de décarbonation, des véritables enjeux d'électrification d'un certain nombre de nos usages. Malheureusement, les experts des métaux nous disaient, c'était il y a 1 an, ils étaient réunis à Nancy en France, le World Materials Forum, ils ont lancé une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique, notamment le cuivre. Et le cuivre, c'est la courbe en orange là, voilà comment la production de cuivre au niveau mondial a évolué depuis le début du XXe siècle. Le cuivre, il est où? Bon, différents endroits. Pour ceux qui ne voient pas bien, en haut à gauche, c'est autres pays. Il y a à peu près 40% des réserves de cuivre qui sont en Amérique latine. Alors, je mets le Mexique dans l'Amérique latine, il ne serait peut-être pas content, je pense qu'il préfère être assimilé à l'Amérique du Nord, mais voilà, 40% à peu près, et une grosse partie, les premières réserves, c'est au Chili. Comme le lithium d'ailleurs. Le Chili a aussi les premières réserves de lithium. Mais il se trouve que pour aller chercher ce cuivre, il faut, et le lithium aussi d'ailleurs, il faut beaucoup, beaucoup d'eau douce. Donc je prends cet exemple de cuivre parce que ce n'est pas comme s'il n'y en avait plus. Non, il y en a encore dans le sol pour pas mal de décennies, en fait. Peut-être pas des siècles, mais au moins des décennies. Mais il faut aller le chercher, ce cuivre. Et regardez, on en est déjà rendu là. L'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de cuivre au Chili victimes du manque d'eau. On a a water crisis qui est en train de reach a breaking point, nous disent les Anglais. Nous avons bientôt, à certains moments dans l'année, on n'a plus d'eau au robinet de la capitale du Chili. Le cuivre s'apprête il y a des pénuries de long terme qui vont s'imposer sur le cuivre parce que la demande est déjà bien supérieure à la capacité de produire. Le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre, nous disent les experts. C'est pareil pour le lithium. Il y a une guerre de l'eau qui est en train de s'organiser, qui est en train de naître et de prendre des proportions déjà inquiétantes au Chili et ailleurs, dans d'autres pays, en Amérique du Sud surtout, autour du cuivre. Donc, est-ce que nous allons avoir, pour cette raison et d'autres raisons, par exemple, qui font que certains pays qui ont des réserves ont décidé qu'elles ne les exporteraient plus, qu'elles les garderaient pour elles? Va-t-on avoir tous les matériaux, tous les minerais, tous les métaux dont on a besoin pour faire cette transition énergétique? Il y a de grandes raisons de penser que non. Et qu'en fait, si on regarde tous les gens, que ce soit des entreprises ou des pays qui se lancent dans des engagements en disant voilà notre projet, notre transition énergétique, et qui tirent des plans sur la comète sur 20, 30, 40 ans, en général, ces projets font très peu de cas de la disponibilité des minerais nécessaires pour les réaliser. Et ça ne va pas marcher, mesdames et messieurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur les fossiles, je n'ai pas dit ça. Il faut en sortir et vite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une transition énergétique. Il faut en faire une, et vite. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, mais ça ne suffira pas. Et il y a un autre énorme problème, c'est qu'on est tous en concurrence. Il n'y a pas de coordination internationale sur cette question de la transition énergétique. Il y a des discussions internationales,
Et après, chacun repart chez lui, il fait ce qu'il peut, comme il veut, comme il peut. Et le problème, voyez-vous, c'est qu'avec des ressources qui vont devenir de plus en plus chères, certains pays riches pourront les avoir, et d'autres pays ne pourront pas avoir ces ressources. Et donc, le critère qui va déterminer quel pays peut faire sa transition énergétique ou quel pays ne peut pas la faire, c'est le fric, lequel a la puissance éventuellement. Ça aussi, on peut aller le chercher par la guerre, tant qu'il y a encore de l'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire la guerre. Mais ça peut être donc par la guerre, ou ça peut être juste parce qu'on a l'argent pour acheter les ressources. Est-ce que c'est ça le bon critère? Est-ce que le critère ne devrait pas être que les pays qui devraient être autorisés à aller le plus loin possible dans leur transition, ce sont ceux qui ont un mix énergétique le plus carboné? Est-ce que la Norvège ou la France, qui ont un mix énergétique assez décarboné, est-ce que l'endroit où elles ne mériteraient pas d'investir leur argent pour les générations futures, même les générations futures françaises et norvégiennes, est-ce que l'endroit où donc il ne faudrait pas investir, c'est plutôt dans la décarbonation de l'Inde, par exemple? Ça n'a aucun sens de se mettre en concurrence sur un projet qui est un projet aussi grave et qui est un projet planétaire. Il n'y a pas de coordination planétaire, on est grave dans la merde. Est-ce que c'est un problème d'énergie ou de matière première, ce dont je vous parle là? Les deux, parce que les minerais sont de moins en moins concentrés, donc il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, mais comme l'énergie est de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. Et l'un multiplié par l'autre, ça fait ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive, autrement dit un emballement du système, autrement dit il y a des petites exponentielles qui viennent se placer un peu partout, autrement dit on va atteindre des limites et on va les atteindre beaucoup plus vite que ce qu'on croit. On est déjà en train de buter sur certaines limites. Déjà. Alors qu'on a à peine commencé ce grand projet de transition énergétique qui doit sauver le monde. La deuxième dimension du système Terre, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète, eau de surface, eau de profondeur, etc. L'hydrosphère, elle est polluée, la pollution chimique, pollution plastique, physique, ça c'est aux Philippines, pollution qui touche les animaux également, sur Terre comme en mer. L'hydrosphère, elle s'acidifie, ça se voit notamment au niveau des coraux, ça va être un grave problème, puisque 25% de la vie marine dépend des coraux, et les experts des coraux nous disent que si on atteint un réchauffement de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, à ce moment-là, c'est au moins 99% des coraux qui vont disparaître. Nous avons un souci de réchauffement de l'hydrosphère. L'hydrosphère, évidemment, du coup, c'est un peu lié. Le niveau de la mer augmente de plus en plus vite. On est sur un rythme d'élévation du niveau de la mer d'environ 5 mm par an en moyenne mondiale, et ça augmente. On a des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques. Ce monsieur qui était agriculteur au Bangladesh, l'aquifère dont il dépendait s'est salinisé, et du coup, game over. Et on a des phénomènes également d'assèchement qui arrivent beaucoup plus tôt que ce qui était prévu, ça c'est la Loire l'an dernier. On a des problèmes également de désoxygénation, c'est-à-dire plus d'oxygène ou peu ou moins d'oxygène, et des écosystèmes entiers, côtiers ou au large, qui disparaissent. Ensuite, il y a la cryosphère, qui est une sous-partie de l'hydrosphère, c'est l'eau également, mais l'eau solide, c'est tout ce qui est eau solide, et ça fond. Le dernier rapport du GIEC spécialisé sur la cryosphère, publié en 2019, explique, et les dernières publications, qui ne sont pas des rapports officiels, mais il y a plein de publications sur le sujet, continuent aujourd'hui, en 2023, d'expliquer la même chose, à savoir, les modèles ne sont pas encore suffisamment au point pour qu'on comprenne pourquoi ça s'accélère à cette vitesse-là. Ça fond beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Le rythme également de réchauffement de l'Arctique est environ 4 fois supérieur au rythme de réchauffement du reste du monde en moyenne. Ensuite, il y a l'atmosphère. Vous connaissez ce que c'est, je ne vous la présente pas. L'atmosphère, on en change la composition chimique assez rapidement. Si on regarde sur les 800 000 dernières années, c'est les carottages glaciaires en Antarctique qui permettent de faire ça, une évolution de la concentration atmosphérique en CO2, on voit des hauts et des bas qui corrèlent très fort avec des aires glaciaires et des périodes interglaciaires. Et donc, c'est une sorte de cycle. Mais là, aujourd'hui, donc, nous sommes à un point où il n'y a plus de cycle. C'est fini, c'est plus un cycle du tout. Si on zoome sur les 2000 dernières années, voilà, ça donne ça. Et effectivement, donc, on voit un peu que ce n'est pas tout à fait un cycle. Au niveau de la température moyenne mondiale, de surface, voilà, ce n'est pas un cycle. J'insiste bien, parce qu'il y a encore tellement de gens qui disent « c'est un cycle ». Non. Pourquoi, diable, ne parvient-on pas à faire diminuer nos émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que non seulement, on le verra après, que non seulement elle continue d'augmenter, mais en plus, elle continue d'augmenter de plus en plus vite, à l'exception de 2020. Alors, comment ça se fait? Vous la connaissez, la réponse. Est-ce que vos proches, est-ce que les gens que vous connaissez, est-ce que la société tout entière, depuis 20 ans, a fondamentalement changé de mode de vie? Est-ce que les finalités même de nos sociétés ont été repensées? Non. Donc voilà, on a fait quelques petits aménagements, quelques ajustements, et puis pour le reste, on a appuyé sur l'accélérateur.
Et on a de nouveaux moyens pour aller encore plus vite dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs qui sont restés les mêmes. Aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est 9,9 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. La voiture, le chauffage et la viande sont les 3 premiers postes. Pour respecter l'accord de Paris, qui est très insuffisant, soulignons-le, il faudrait, d'ici 2050, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit, passer à 2 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Ce qu'on vous a peut-être pas exprimé comme ça, c'est que le passage de la première à la deuxième ligne, en 27 ans, ce n'est pas un peu de covoiturage, devenir flexitarien, voyager un peu moins. C'est pas vrai. Le passage de la première à la deuxième ligne, c'est un changement de civilisation. Voilà. Ligne numéro 2, il n'y a pas tout ce qu'on veut quand on veut. Il n'y a pas je fais des vacances au bout du monde, à l'autre bout du monde parce que je peux. Il n'y a pas j'ai de l'eau potable qui coule dès que je tourne le robinet, j'ai de la lumière qui est là dès que j'appuie sur le bouton, toujours quand je veux. Il n'y a pas je vais au supermarché et il y a 150 yaourts différents. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas compatible avec la seconde ligne. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, le changement, soit on l'organise, soit on va le subir. Ce ne sera pas tout à fait le même. Nous avons ensuite la biosphère, l'ensemble du vivant. C'est tout ce qui vit. Voilà. Et je pourrais vous sortir énormément d'études, mais celle-ci est très intéressante. Ils ont reconstitué les dynamiques de près de 32 000 populations de vertébrés partout sur Terre, sur les 5 continents, dans les océans, depuis 1970. Donc, sur 48 ans, ils ont regardé comment toutes ces populations avaient évolué. On observe des taux de déclin absolument partout. Il y a évidemment toujours 2-3 exceptions par-ci, par-là, avec des programmes de réintroduction d'espèces qui ont fonctionné, mais sinon, il y a des taux d'extinction partout. La moyenne de ces taux d'extinction, c'est 69% en 48 ans. Autrement dit, et je me retrouve face à un auditoire en train de prononcer cette phrase, qui est une phrase atroce. Autrement dit, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. Voilà. Cette phrase n'est pas excessivement anxiogène. Cette phrase est simplement une traduction de ce que nous disent les experts de la biodiversité au niveau mondial. C'est très bien quantifié, on ne peut pas suivre l'intégralité de toutes les espèces, mais les échantillons qu'on a sont déjà assez grands et on observe ça sur l'ensemble des échantillons. C'est variable selon les zones géographiques, mais voilà, il y a du déclin partout et du déclin accéléré. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. Formidable. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur de cette phrase, les implications. Moi-même, j'ai du mal encore. Un tiers des oiseaux de campagne français ont disparu en 15 ans. En Europe du Nord, c'est plus de 75% de la biomasse d'insectes volants qui a disparu en 27 ans. Si on regarde aujourd'hui les populations de mammifères terrestres et marins au niveau mondial, on évalue que la biomasse que ça représente, c'est environ 62% de la biomasse, c'est les animaux d'élevage et les animaux domestiques, 34% c'est les humains, il reste 4% de faune sauvage. Certains appellent ça la défaunation. Et enfin, la dernière dimension du système Terre, c'est la pédosphère, c'est pas ce que vous pensez. C'est les sols, et les experts des sols nous expliquent que 75% des sols sont dégradés par les activités humaines et un tiers extrêmement dégradés. Donc là, jusqu'ici, si vous voulez, moi je ne vous ai pas donné mon avis, je vous ai simplement fait une synthèse des quelques études de référence, il y en a d'autres, beaucoup, mais des études vraiment de référence dans les champs disciplinaires en question. Et voilà l'état observé du système Terre. À côté de ça, on a l'anthroposphère, la sphère humaine. C'est à la fois les construction passée et présente, c'est à la fois les objets, les produits qu'on fabrique, et puis c'est les déchets qu'on génère, et puis c'est les hommes. Et l'anthroposphère, elle fait boum. Donc il y a cette étude extrêmement intéressante, je ne sais pas si ça a été évoqué pour vous, la grande accélération. Ok, donc je vais très vite. Voilà, la grande accélération, 2015. À gauche, des activités humaines, un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines qui explosent depuis les 30 Glorieuses. À droite, les impacts que ça a sur le système Terre qui explosent également. Deuxième étude, donc c'est des scientifiques du système Terre qui ont publié ça. Autre étude majeure de scientifiques du système Terre, j'imagine que vous l'avez vu, les limites planétaires. La dernière mise à jour date d'il y a 1 an. Donc la question en fait qui est posée par ces spécialistes, c'est la suivante, c'est y a-t-il des conditions à respecter pour maintenir une planète Terre habitable? C'est ça la question. Donc un enjeu, je ne sais pas s'il y a plus majeur comme enjeu. Et donc, ils ont déterminé qu'il y avait 9 limites à ne pas franchir pour que la Terre reste habitable pour, en tout cas, un très grand nombre d'espèces, dont l'humanité.
Et sur les 9, à ne surtout pas franchir, nous en avons déjà franchi au moins 6. Voilà, donc le climat, la biodiversité, les sols, les pollutions, les cycles biogéochimiques, l'eau, et on n'est pas loin de la limite pour l'acidification des océans. Et puis pour les aérosols, on ne sait pas, puisqu'on n'est pas encore d'accord sur les méthodes de quantification. Mais si ça se trouve, on a dépassé cette limite aussi. Déjà, on le saura plus tard. Donc, minimum 6. Voilà où on en est. Nous sommes dans une situation, et ce depuis le début des années 70, de dépassement écologique planétaire. L'empreinte écologique, la courbe rouge, la pression, pour schématiser, on va dire la pression que les activités humaines exercent sur la planète, dépasse la biocapacité et, pour schématiser, on va dire la capacité du système Terre à encaisser cette pression. Et depuis une cinquantaine d'années. Je vais également faire référence à cette étude, Limits to Growth. On vous en a parlé? Vous connaissiez peut-être avant, de toute façon, certains d'entre vous. Vous pourrez passer une semaine dessus, je vais aller très vite. On ne va pas reparler, donc, puisqu'on vous en a parlé, de ce que raconte cette étude. Mais il y a un élément qui est très intéressant, qui depuis a été validé, revalidé, survalidé de différentes manières dans différents champs disciplinaires. C'est ça. Que se passe-t-il lorsqu'on applique à un système qui a une limite, une pression ou une contrainte qui augmente dans le temps? En l'occurrence, c'est le système Terre. La pression, c'est la ligne rouge, l'empreinte écologique, et la biocapacité, c'est la limite, sa capacité à encaisser. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on est capable de faire augmenter la biocapacité, finalement, si l'empreinte écologique reste en dessous, le système tient. Par exemple, ça signifie qu'on détruit la nature. Je ne dis pas que c'est bien, mais on la détruit moins vite que sa capacité de réparation, donc ça tient. Mais par contre, la capacité, si vous voulez, à repousser la biocapacité est limitée. Il y a une limite à notre capacité à repousser la limite. Donc au bout d'un moment, la limite, elle stagne. Et donc, une fois de plus, on peut continuer de faire croître une empreinte écologique, mais de moins en moins vite, tant que ça reste en dessous. Tant que la courbe rouge reste en dessous de la courbe verte, ça va. Mais la véritable question qui se pose, c'est que se passe-t-il si la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte? Et bien là, il y a 2 leçons. Première leçon, c'est qu'au moment où les courbes se croisent, la courbe verte commence à se dégrader. Pourquoi? La courbe rouge, globalement, il y a 3 différents types d'impacts. En amont, au milieu, en aval. En amont, on prélève des ressources. Au milieu, on transforme ces ressources en biens, en services, en construction, en infrastructure, en que sais-je, avec de l'énergie. Et en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Voilà, c'est ça. C'est un flux linéaire, quelques rebouclages dans ce flux, mais c'est quand même massivement linéaire. Et quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, ça veut tout simplement dire qu'on prélève les ressources renouvelables plus vite que leur taux de renouvellement. Alors, et après, il y a les ressources non renouvelables, on ne fait que puiser dans un stock. Ça veut dire qu'au milieu, on détruit la nature ou on la transforme, et on la détruit plus vite que la capacité de réparation, on la transforme plus vite que la capacité d'adaptation. Et qu'en aval, on rejette des déchets et des pollutions, et qu'on le fait plus vite que la capacité du système d'absorber ces déchets et ces pollutions. Pour ce qui est absorbable, certaines choses ne seront simplement jamais absorbées, ne font que s'accumuler et rendre toujours le milieu plus toxique. Voilà ce que ça veut dire quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte. Donc forcément, on imagine bien, par exemple pour la pollution, si on met dans le système plus de pollution que la capacité du système à absorber cette pollution, la pollution s'accumule, et comme la pollution s'accumule, la capacité du système à absorber d'autres pollutions derrière, elle est moins grande. Donc la courbe verte diminue. Bon, ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que la courbe rouge repasse sous la courbe verte. Il n'y a pas moyen de l'éviter. On ne peut pas durablement prélever les ressources plus vite que leur capacité de régénération. On peut le faire un temps. On ne peut pas durablement détruire plus vite que la capacité de réparation. On peut le faire un temps. Et tôt ou tard, la courbe rouge repasse sous la courbe verte. Il y a 2 cas de figure. Le cas de figure en bas à gauche, où la courbe rouge repasse en dessous, tant qu'elle n'a pas trop baissé, tant que la courbe verte ne s'est pas encore complètement effondrée. Et là, le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et rester stable dans le temps, ne pas se casser la gueule, ne pas s'effondrer, ne pas se déliter. Et puis, il y a le cas en bas à droite, où on continue à faire croître l'empreinte écologique alors que la biocapacité est déjà en train de décliner sérieusement, voire de s'effondrer, dans le pire des cas. Et je vous ai déjà dit, c'est un peu le cas. Vous avez vu toutes les dimensions du système Terre, où on en est. Quasiment tout est en effondrement ou en pré-effondrement, ou en atteinte de limite. La courbe rouge va quand même repasser en dessous. Quoi qu'on fasse, ce n'est même pas une question de volonté politique, de technologie ou de mobilisation citoyenne. Quoi qu'on fasse, elle va repasser en dessous. Simplement, effectivement, on peut se mobiliser et on peut l'organiser,
ou on le subira. Mais ça va repasser en dessous. Et je vous laisse imaginer ce que ça signifie quand il y a un effondrement de la courbe de l'empreinte écologique, c'est-à-dire que quand la somme des pressions exercées par les activités humaines sur la Terre s'effondre, je vous laisse imaginer ce que ça signifie des activités humaines et des sociétés humaines. Voilà aujourd'hui très concrètement où on en est. Alors maintenant je vous pose la question, est-ce qu'on commence à comprendre un petit peu la situation? C'est une question, vous pouvez répondre. On comprend un peu là? C'est un piège. Parce que la réponse est non. Quand on arrive à ce stade, on est allé déjà plus loin, même si on n'a fait que survoler bien sûr, on est allé plus loin déjà que la quasi-intégralité des gens, y compris décideurs politiques. Nous ne parlons même pas des décideurs économiques. Et pourtant, quand on arrive là, on n'a strictement rien compris à la nature des enjeux et on n'a strictement rien compris à la nature des solutions à mettre en œuvre. Rien. Je vous explique pourquoi. Alors déjà, on ne risque pas de trouver les bonnes solutions, ça ne s'attaque pas au bon problème. Prenons le changement climatique. Et si je vous disais que ce n'est pas un mal au sens de maladie, mais que c'est juste un symptôme? Si je vous disais que c'est juste un symptôme de ce problème, le fait que notre civilisation est une machine qui convertit la nature en déchets. On prélève, on transforme, on rejette, comme je vous disais. Les déchets et les pollutions sont de trois natures, solides, liquides, gazeux. Parmi les gaz, il y a une sous-catégorie qu'on appelle les gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Le changement climatique est une des multiples symptômes de ce problème. Si nous avions demain une énergie totalement décarbonée, est-ce que ce serait une solution? Ça dépend de ce qu'on regarde. Alors ce serait vachement bien pour le climat. Ce serait très 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 bien pour notre problème climatique. Or, c'est un symptôme tellement grave que j'avoue que si on m'offre de l'énergie décarbonée demain, je prends. Et pour autant, si on ne fait que ça, si on remplace notre production énergétique par une production énergétique équivalente, décarbonée, mais qu'on ne change pas nos modèles de société, nous aurons de l'énergie, toute décarbonée soit-elle, au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Nous continuerons, peut-être même que nous irons encore plus vite dans l'exploitation du vivant, dans la destruction et dans la pollution et la toxification de nos milieux naturels. Donc ce n'est pas du tout une solution. C'est un traitement d'un symptôme. Le symptôme changement climatique, qui est un symptôme parmi plein d'autres de ce problème. Mais pourquoi c'est absolument indispensable de bien faire la différence entre les symptômes et le mal? C'est là que ça se joue, c'est là que la compréhension se joue. Imaginez, je vous propose une métaphore, alors elle ne fait pas plaisir, mais au point où on en est, ce n'est pas très grave. Imaginez que vous ayez des maux de crâne récurrents, imaginez que vous ayez des problèmes dermatologiques, imaginez que vous ayez des soucis de transit intestinal. Et imaginez que vous preniez tout ça, toutes ces choses-là, comme des problèmes auxquels vous cherchez des solutions. Ah bah, j'ai une excellente nouvelle, il y en a. Ça s'appelle du paracétamol, ça s'appelle de la pommade ou de la tisane, par exemple. Et donc, vous pouvez traiter chacun de vos symptômes séparément et continuer de vivre parfaitement normalement. Emballer, c'est posé. Sauf que, si ce ne sont pas des problèmes, mais simplement différents symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, est-ce que vous allez guérir votre cancer généralisé en prenant paracétamol plus pommade plus tisane? Vous pouvez additionner toutes les réponses que vous voulez à tous les symptômes que vous voulez, vous ne soignez pas le mal. La nature du problème est radicalement différente. La nature de la thérapie à apporter pour véritablement traiter la maladie n'a strictement rien à voir, rien, avec la somme des réponses aux différents symptômes. Le grand projet de transition énergétique, le grand projet de décarbonation de nos sociétés, il attaque un symptôme. Déjà, ce n'est pas gagné qu'on y arrive. Il faut y arriver. Ce symptôme est tellement grave que si ça continue, il va nous tuer, à lui tout seul. Il faut le traiter. Je ne suis pas du tout en train de dire que les intervenants précédents et les personnes que vous connaissez, certaines sont plus célèbres que moi, qui vous expliquent ce qu'on peut faire pour traiter le problème climatique, je ne suis pas en train de dire qu'ils racontent n'importe quoi et que ce n'est pas intéressant. C'est absolument vital et dérisoire. Le cancer est toujours là. La décarbonation de nos sociétés, mesdames et messieurs, c'est du paracétamol. On a des gens qui travaillent sur les problèmes d'accès aux ressources dans la lithosphère. On a des gens qui travaillent sur l'hydrosphère, l'eau, l'accès à l'eau potable, les pollutions de l'eau. Des gens qui travaillent sur la fonte des glaces. Des grands enjeux au nord, par exemple. Des grands enjeux, évidemment,
au pied du massif himalayen pour plus de 2 milliards de personnes. On a des gens qui travaillent sur les problèmes atmosphériques, c'est le climat, mais c'est aussi la pollution. On a des gens qui travaillent sur la protection de la biosphère, protéger telle ou telle espèce, protéger tel ou tel écosystème, les mangroves, les forêts, les tourbières et que sais-je. C'est très bien, heureusement qu'il y a des gens qui se battent pour ça. On a des gens qui travaillent sur les problèmes de pédosphère, et notamment tout ce qui est agriculture, et des gens qui travaillent sur tous les problèmes liés au système humain. Et si nous arrivions, c'est loin d'être gagné, hein, mais si nous arrivions à traiter tout ça, le cancer serait toujours là. On aurait paracétamol plus pommade plus tisane. Et on ne traite toujours pas le problème de fond, qui est qu'il faut impérativement faire redescendre la courbe rouge sous la courbe verte. Il faut une descente énergétique et matérielle organisée, diminuer les flux en amont, les flux en aval pour la pollution également, et au passage, arrêter de détruire les systèmes de support de vie de notre planète, les systèmes naturels, et même les régénérer. Voilà ce qu'il faudrait que nous fassions. Voilà la solution. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de solution. Quand on travaille dans les renouvelables, est-ce qu'on est du côté de la solution? Ouais, moi je suis un good guy parce que je développe des renouvelables. Ben non, je suis désolé, non. Du point de vue du climat, oui. Et comme c'est très grave, bon, ok, c'est utile. Donc très bien, très très bien. Mais c'est un arbitrage. Parce que tel qu'on la conçoit aujourd'hui, notre transition énergétique, c'est une intensification des flux extractifs qui est majeure. Et donc, du point de vue de l'usage de l'eau douce, est-ce que c'est un problème ou une solution? Du côté de la pollution, c'est un problème ou une solution? Du côté de la destruction des écosystèmes, c'est un problème ou une solution? Du côté de l'impact sur les populations locales, problème ou solution? Du côté de l'impact en termes de santé publique des industries minières, problème ou solution? Ce n'est pas une solution, c'est un arbitrage. Et je veux bien l'entendre. Je veux bien qu'on me dise « Ouais, je sais, ça a des impacts terribles à tel et tel niveau, mais je pense que le climat, ça passe avant parce que c'est tellement grave, donc j'accepte et voilà, de faire ce compromis. » Bon. On peut en débattre, mais moi je ne suis pas contre. Mais par contre, j'en ai marre des gens qui se leurrent et qui se disent « Ouais, moi je suis du côté de la solution. » Non, ça dépend de ce qu'on regarde. Ce que l'on fait consiste à tenter de soulager certains symptômes, et en général on fait ça au détriment des autres symptômes, parce qu'il n'y a pas de cohérence systémique. Et tant qu'il n'y a pas de descente énergétique et matérielle, il n'y a pas de solution. Et justement, la transition énergétique, c'est le contraire d'une descente énergétique et matérielle. On rajoute des capacités de production énergétique et on rajoute énormément de flux de matière dans le système. Bon, ce n'est pas une solution. Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle parce que la courbe en rouge va passer en dessous de la courbe en vert, quoi que l'on fasse, et on va avoir moins d'énergie, moins de matières premières. On ne sera peut-être pas les plus mal lotis, va savoir, parce qu'on n'est pas producteur ni de pétrole, ni de gaz, ni de rien en fait. Donc si ça se trouve, on fera peut-être partie des plus mal lotis. J'en sais rien, on verra bien. Ça va arriver l'an prochain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ou 15. Pas dans 30, bien avant. On va avoir moins d'énergie et moins de matières premières, et malheureusement, pour gérer toujours plus de problèmes, mesdames et messieurs, puisque ça va se faire sur fond de changement de régime climatique, avec des disruptions écologiques, avec des raréfactions, des pénuries, des déstabilisations sociétales et des conflits. Et je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous donner les conclusions de mon travail d'expert. Je ne vois pas comment on peut s'échapper à ça, et je ne suis pas le seul à penser ça. On est très nombreux à penser ça. Nos vulnérabilités face à ça sont également nombreuses. Déjà, notre dépendance au transport, tout dépend des transports, et tous les transports demandent du pétrole bon marché. Même le train en France qui roule à l'électrique, il n'y a pas de train qui roule s'il n'y a pas du pétrole bon marché. Les agents de la SNCF, ils vont travailler en voiture 9 fois sur 10, il faut entretenir les voies, il faut faire tout un tas de choses qui font que, de toute façon, ça ne roulera pas ou pas très longtemps s'il n'y a pas de pétrole bon marché. Autre dépendance, des réseaux, des infrastructures qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, demandent en permanence énormément de matières premières et d'énergie, que ce soit les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, télécommunications, les routes, etc. Et puis, la technologie. La technologie, pour moi, est une vulnérabilité. Ça ne veut pas dire que je suis contre la technologie, mais il faut bien se rendre compte qu'une technologie, c'est super quand ça marche. Et qu'un jour, ça va arrêter de marcher. OK, à ce moment-là, on fera jouer le dispositif qui est prévu pour intervenir en cas de panne. Mais un jour, le dispositif en question lui-même va arrêter de marcher. Et si on dépend uniquement de cette technologie pour des choses vitales, on est dans la merde. Donc il s'agit aujourd'hui d'être un peu responsable et pour les choses extrêmement importantes, d'avoir un plan A technologique et un plan B qui ne l'est pas.
Et puis après, ça nous expose également à de nouveaux risques, les cyber-risques, etc. Alors face à ça, on nous propose des solutions, entre guillemets, attention, et notamment celle-ci, le développement durable. L'acte de naissance officiel du développement durable tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est le rapport Brundtland en 1987. Et alors, comment on définit la durabilité? C'est quoi durable pour vous? Qui peut durer? Ça vous va ça comme définition? Qui peut durer? Mais ça, c'est dans le dictionnaire à papa-maman qu'on trouve ça. Pas dans ce rapport-là. Ce rapport-là, il a été établi par des économistes. Et pour un économiste, la durabilité, c'est pas ça, mesdames et messieurs. Pour un économiste, la durabilité, c'est la chose suivante. On transmet aux générations futures une quantité de capital qui est au moins équivalente au capital qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas que la quantité de capital diminue. Voilà ce que c'est la durabilité pour des économistes. En l'occurrence, les économistes qu'on a, ce sont des économistes néoclassiques. Je ne dis pas que tous les économistes sont néoclassiques. Ce que je suis en train de dire, c'est que par contre, tous les modèles économiques qui sont utilisés par la France et les autres pays, par Bercy par exemple, Washington, Bruxelles, par les instances internationales comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, etc., tous les modèles économiques sont des modèles néoclassiques. Et les modèles néoclassiques, ils sont formidables parce qu'ils ont des hypothèses fondatrices. Et parmi ces hypothèses, il y en a deux dont je veux vous parler. Celle-ci qu'on doit à un bon Français, Jean-Baptiste Say, qui dès 1828 avait écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Et aujourd'hui, même s'il y a des gens qui travaillent sur des modèles économiques alternatifs, ceux qui sont utilisés officiellement ne prennent pas en compte le caractère épuisable des ressources naturelles. Ah bah dans ce cas-là, c'est facile. Par construction, on est dans un monde infini. Par construction. Voilà les modèles économiques sur lesquels qu'on utilise. Deuxième chose intéressante. Ce monsieur, Robert Solow, qui a eu le prix Nobel d'économie tout de même, et qui a déclaré en 1974 « Le monde peut se passer d'une ressource naturelle ». Merci Robert. Robert Solow, il a été parmi les gens qui ont travaillé le plus sur une autre hypothèse qui est la substituabilité des facteurs de production. Grosso modo, les différentes formes de capital, capital naturel, capital humain, capital productif, sont interchangeables. S'il y a moins de machines, on met des hommes à la place. S'il y a moins d'hommes, on met des machines. Mais dans sa tête, le capital naturel, ça n'existait pas. Si on rajoute le capital naturel dans l'équation, ça donne quoi? Ça donne que s'il n'y a plus d'arbres, c'est pas grave, on trouvera bien quelque chose qui fait pareil. Ah, il n'y a plus de pollinisateurs, bon, on mettra des drones. Ça, c'est durable, ça. Et c'est bel et bien ce que ça signifie. Dans cette idée de durabilité, la somme totale de capital ne diminue pas au cours du temps. Mais comme les différentes formes de capitaux sont interchangeables entre elles, imaginez qu'on coupe tous les arbres de la planète. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais imaginez qu'on fasse ça. Si on les laisse pourrir sur place, c'est une perte de capital. Mais si on transforme ces arbres en des outils, du mobilier, de l'immobilier, de l'énergie pour des industries, il n'y a pas perte de capital. Il y a transfert d'une forme de capital vers une autre forme de capital. La quantité globale de capital ne diminue pas. C'est durable. Donc au début des années 90, il y a des gens, des économistes et des scientifiques qui ont dit « mais c'est complètement con, ça n'a aucun sens, cette histoire. En aucun cas ça peut être durable ». Et ils ont inventé ce que maintenant on appelle l'économie écologique, qui est une façon de voir les choses avec de nouveaux modèles économiques, mais qui est très marginalisée. Et il y a très peu de fonds, d'ailleurs très peu de financement alloué à ça. Mais globalement, ils ont inventé une autre façon de voir la durabilité avec d'autres critères. Le fait, par exemple, de ne pas prélever les ressources plus vite que leur taux de renouvellement. De ne pas générer des pollutions plus vite que la capacité du système à absorber ces pollutions. Un certain nombre d'autres choses comme ça. Et maintenant, ça, on appelle ça la durabilité forte. Et cette durabilité-là, celle du développement durable, on appelle ça la durabilité faible. Vous pourrez aller vérifier, ça se trouve facilement, vous pourrez lire dessus, c'est vraiment important comme sujet. La durabilité faible, donc quand vous entendez développement durable, économie durable, quand vous entendez des choses comme ça, c'est nécessairement de la durabilité faible. Et la durabilité faible dans un monde aux ressources finies, c'est non durable. Voilà. Ça ne peut pas l'être. Donc, attention aux mots qu'on utilise. Et à ne pas se faire avoir. Je n'ai pas dit que tout était pourri dans le développement durable, que rien n'avait d'utilité. Je n'ai pas dit que tous les gens qui bossaient là-dedans étaient des cons ou des salauds. Il y a des choses très bien qui sortent du développement durable. Mais le cadre conceptuel global est hors sol. Il est inadapté, ça ne marchera pas,
Globalement, ça ne marchera pas. Mais vous inquiétez pas, la technologie est là pour nous sauver. Alors moi, tout à l'heure, je vous disais, la technologie, c'est plutôt une vulnérabilité, mais ça n'est pas présenté comme ça, bien évidemment. C'est présenté comme la solution. Et je donne un exemple, la 5G. La 5G, on y est allé. Pourquoi on y est allé? Parce que ça ne sert à rien, la 5G. Il n'y a aucun usage qui nécessite de la 5G qu'on n'aurait pas pu faire avec de la fibre. Voilà. Alors ne me sortez pas que, si, quand même, c'est pas mal pour faire une opération à cœur ouvert depuis les États-Unis pour quelqu'un qui est en France. Non, bon, alors, voilà. Ça sert à rien, c'est juste pour que les gens puissent regarder des films en définition 4K, c'est-à-dire bien supérieure aux grands écrans de cinéma, sur un smartphone. Et pourtant, il fallait y aller. Pourquoi? Parce que les autres allaient y aller. Et si les autres y vont et nous, on n'y va pas? C'est une catastrophe. On n'est plus compétitif. Donc il faut y aller. Se pose la question de l'utilité? Non. Même les opérateurs de téléphonie étaient très circonspects. Olivier Roussat, le PDG de Bouygues Télécom, qui n'est a priori pas un altermondialiste décroissant, il a dit au Sénat, attendez, si on développe la 5G, ça va être une explosion de la consommation énergétique de tous les opérateurs. Ça n'est pas compatible avec les engagements climatiques. Si jamais vous émettiez des doutes, vous vous faisiez traiter d'amiche. Ce n'est pas a priori un compliment. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, on est extrêmement fiers de l'innovation technologique. C'est notre outil préféré. On est fort, on est fortiche. Et on a des problèmes face à nous, on veut les résoudre avec notre outil qu'on aime. Quand les problèmes sont des problèmes techniques, ça peut marcher. Pas toujours, mais ça marche, on n'est plutôt pas mauvais. Quand ce sont des problèmes systémiques, ça ne marche pas du tout, puisqu'on ne réduit pas un problème systémique à un ensemble de problèmes techniques. Ce n'est pas vrai. On ne soigne pas le cancer avec une addition de réponses techniques à des symptômes spécifiques. Ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se dire mais en fait, notre truc, il n'est pas adapté, il faut qu'on change complètement de façon de faire. Pour le coup, j'ai tellement investi dans la technologie, et puis tout ça, puis toute ma vie, puis c'est ma passion et tout. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que j'étais inutile, parce que ce n'est pas ça qu'il fallait faire, il faut que je change tout. Non, on ne fait pas ça. On change la perception qu'on a du problème pour qu'il corresponde à notre outil. Quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. On fait ça tout le temps. Et on n'avance pas, on tourne en rond. Est-ce que ça décarbone, mesdames et messieurs? Écoutez, voilà, depuis le début du 19e siècle, comment a évolué le PIB mondial. Il se trouve que plus de PIB, c'est forcément plus d'énergie. Il y a une corrélation très forte entre les deux. Même si on utilise l'énergie de manière plus efficace pour produire du PIB aujourd'hui qu'il y a 20 ans, 30 ans, malgré tout, ce qu'on ne sait pas faire, c'est faire croître une économie et faire descendre la quantité d'énergie. Plus de PIB, c'est plus d'énergie. Mais peut-être moins de gaz à effet de serre, puisqu'on décarbone. Non. Donc ça, j'imagine qu'on vous l'a déjà dit, mais aujourd'hui encore, à peu près, je me suis arrêté en 2019, mais j'attends les données 2022, parce que 2020-2021, ça n'a pas de sens, mais globalement, à peu près 85% de l'énergie primaire mondiale est toujours produite à partir des fossiles aujourd'hui. Le charbon, ça a été x2 en 20 ans. Donc on a développé beaucoup les renouvelables, mais aussi le reste. Toujours. Et donc, le découplage, c'est-à-dire... Alors, non, je vais introduire maintenant un terme, parce que c'est extrêmement important de parler de ça. Et je vous prie de me croire, je ne suis pas un militant de ce truc-là. Je vais vous parler de décroissance. Je ne suis pas un militant de la décroissance. Je n'ai jamais été un militant de la décroissance. Je ne suis même pas un fin connaisseur des débats qu'il y a entre écoles de pensée au sein d'un mouvement de décroissance. Enfin, il y a pas mal de façons de voir. Des fois, il y a des gens qui se détestent, décroissants, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Bon, demandez à Timothée Parik ou à d'autres. Ils ont étudié ça, mais moi... Tout ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il va falloir sérieusement qu'on se repose les bonnes questions. Et pour ça, il faut clarifier le débat et sortir des postures. Les postures, ils consistent à dire que les décroissants sont fous, c'est la folie, ce serait une catastrophe sociale. Cette phrase n'a pas de sens. Parce qu'en fait, quand les gens pensent ça, ils pensent que ce serait de la récession, de la dépression même peut-être. La décroissance, c'est pas ça. C'est pas le contraire de la croissance. La croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut, c'est un indicateur. Voilà, le contraire, c'est la récession ou la dépression. La décroissance, c'est un projet de société, en fait. Ça n'a juste rien à voir. Et effectivement, s'il y avait une récession, s'il y avait une baisse de la taille de l'économie à isosystème, c'est-à-dire sans rien changer au système économique et social, ce serait une catastrophe sociale. Parce que le système est conçu pour ne pouvoir que croître.
Si ça ne croît pas, demain n'est pas plus gros. Si demain n'est pas plus gros, on n'investit plus, on ne prête plus, il n'y a plus de crédit, machin. Si on n'a pas confiance dans la capacité des gens à rembourser, si on n'a pas confiance que demain ça va aller bien et donc on investit, château de cartes se casse la gueule. C'est comme une chaîne de Ponzi, une pyramide de Ponzi qu'on arrête d'alimenter. Donc il faut croître. Et donc évidemment, les décroissants sont faux. Bon, alors les décroissants, leur but, c'est justement de trouver un nouveau modèle économique et social. Ils ont des propositions en la matière pour faire en sorte que l'on puisse organiser une descente énergétique et matérielle, parce qu'il n'y a pas le choix qui fait que nécessairement la taille de l'économie décroît et que pour autant, ce n'est pas une casse sociale. Alors il y a plein de propositions, je ne dis pas que tout fonctionne, il faut tester les choses. Mais par contre, il faut arrêter de dire de caricaturer ce débat. Et donc pour qu'une croissance verte soit possible, il faut quoi? Il faut un découplage. La croissance verte, c'est quoi? C'est l'économie continue de croître, le PIB continue de croître, mais les impacts des activités humaines sur Terre, sur le système Terre décroissent. Bon, pour que ce soit possible, il faudrait quoi? Il faudrait qu'il y ait plus d'économie et moins de ressources naturelles, moins d'exploitation de matières premières, par exemple. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas, c'est de pire en pire. Il faudrait qu'il y ait plus d'économie et moins de destruction environnementale. Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout, c'est le contraire. Il faudrait qu'il y ait plus d'économie et moins de pollution. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est le contraire. Et il faudrait que, notamment, c'est un exemple parmi d'autres, qu'il y ait plus d'économie et moins de gaz à effet de serre. Ah, et là, on a quelque chose. On a que quelques pays, une bonne vingtaine, ont réussi, pas forcément chaque année, mais un certain nombre de fois, depuis une vingtaine d'années, ont réussi à faire ce découplage-là. Réussi à avoir un taux de croissance économique positif, et pourtant, leurs émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Et ça y est, là, maintenant qu'on a ces données consolidées, on peut le dire, mais c'est super, on a démontré que c'était possible. Ouais, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi exactement? À généraliser ça à l'ensemble de la planète, c'est ça? Ben non, ça ne va pas marcher, mesdames et messieurs, ça ne marchera pas. Parce que si les pays qui ont fait ça ont pu le faire, c'est parce que d'autres pays ne pourront jamais le faire. Ce sont des pays riches, désindustrialisés, largement désindustrialisés, tertiarisés qui ont fait ça, et ne peuvent le faire parce qu'ils dépendent directement et indirectement de pays extrêmement polluants, extrêmement émissifs par ailleurs. Voilà ce qui se passe. Et donc, ce n'est pas généralisable. Donc, ni pour les émissions de gaz à effet de serre, ni pour les pollutions, ni pour les destructions environnementales, ni pour les flux extractifs. Pour rien de tout ça, un découplage n'est possible. La croissance verte est littéralement impossible. Ça n'arrivera pas. Et miser tout notre avenir dessus est une catastrophe, et pourtant c'est ce qu'on fait. Les COP, c'est uniquement ça. Hein. On est sur du découplage et sur de la croissance verte. Dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, on peut lire qu'il faut la croissance économique, il faut le développement durable, durabilité faible bien sûr, et qu'il ne faut pas gêner le commerce international. Ça veut dire grosso modo qu'il faut résoudre un problème sans gêner le système qui l'engendre. Ça ne fonctionnera pas, d'ailleurs ça ne fonctionne pas. Voilà, regardez comment évoluent les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, et ça c'est le début des COP. Bon voilà, ça ne marche pas. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas eu les COP, on serait peut-être au-dessus, voilà. Il y a un potentiel de faire moins pire avec les COP. Il y a un potentiel de ralentir la vitesse à laquelle l'aggravation du problème s'accélère. Je ne sais pas si vous savez bien. C'est-à-dire que non seulement ça s'aggrave, mais ça s'aggrave de plus en plus vite. Mais moins que si on n'avait pas eu ça. Bien. C'est pareil pour les objectifs du développement durable. Ici, évidemment, on a la croissance économique. On se demande d'ailleurs ce que ça vient foutre là avec le travail décent. Ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, franchement, je ne peux pas vous prouver que c'est la merde, mais c'est quand même assez plausible. Et moi, je suis un expert des risques. En tant qu'expert des risques, j'attends pas de savoir que le bateau va couler pour y mettre des canaux de sauvetage. Donc maintenant, je vous explique comment on met des canaux de sauvetage. Comment on réagit face à ça. Déjà, il faut travailler sur un imaginaire. Il faut déconstruire des choses. Sortir de l'idée qu'il y a des solutions. Il n'y a pas de solution. Il y a des solutions à des problèmes techniques, mais il n'y a pas de solution vis-à-vis de ce problème systémique. On va se prendre dans les dents un tsunami comme jamais on en a connu. Ça va déferler sur nos certitudes, ça va déferler sur nos sociétés. Il y a deux cas de figure, celui où on s'est préparé et celui où on ne s'est pas préparé. On perd du temps. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour se préparer. Je l'enseigne, je fais partie des gens qui enseignent la résilience territoriale à des élus. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il y a très peu de gens qui les font. Il va falloir commencer peut-être par se raconter des histoires. Les récits ont un rôle à jouer, parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir. Et donc, on voit différemment l'avenir, ce qu'il peut être, ce qu'il devrait peut-être être. Est-ce que l'avenir qu'on veut, c'est la Smart City? Ah, ça fait rêver, la Smart City. Des objets connectés partout. Le rêve de tout dictateur. Le contrôle et la surveillance tout le temps. C'est formidable.
C'est le rêve également de tout cybercriminel. Je vais hacker une ville. Bon, c'est présenté comme une solution, ça fait rêver, on y met des milliards. C'est ça l'avenir qu'on veut mettre en avant? Lui aussi, on va rigoler quand il se fera hacker sa puce. C'est ça l'avenir qu'on veut mettre en avant? C'est ça l'avenir qu'on veut mettre en avant? Des gens qui font communautairement leur énergie, leur bouffe, leur... C'est bien, c'est sympa, ça, mais ça plaît à qui, ça? Pas à grand monde. Il est temps de multiplier les façons de faire. Il est temps de multiplier la manière de présenter les choses, la manière de représenter les choses, la manière d'incarner de nouvelles valeurs. Multiplier, diversifier pour que ça plaise et que ça parle à de plus en plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, on fait de l'entre-soi. Il faut que ça aille plus large. Il y a un décalage entre entre ce qu'il faudrait faire et puis très concrètement ce qui est fait, un décalage entre ce qu'il faudrait avoir compris et les prises de conscience, un décalage entre la nature des mobilisations et des modalités de passage à l'action qui sont existantes et ce qu'il faudrait mettre en place. Déjà, on commence par façonner de nouveaux imaginaires collectifs. Est-ce que l'humain est un animal rationnel? Il a été depuis longtemps démontré, depuis au moins les années 60, que non. Voilà. C'est un animal rationalisant. Un animal rationnel, ce serait un animal qui comprend des choses du monde et agit en conséquence. Il oriente, il adapte ses comportements à ce qu'il comprend du monde. Et il y en a qui le font, bien sûr, mais la grande majorité des humains, c'est le contraire qu'ils font. Si jamais ils sont amenés à faire quelque chose de différent d'habitude, eh ben, ils vont changer leur vision du monde pour rationaliser a posteriori ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, vous voulez que les gens passent à l'action? Vous savez ce qu'il faut faire? Pas ce que je fais. Pas leur parler. Il faut les faire passer à l'action. C'est aussi con que ça. Il faut créer des cadres, des contextes, des projets où les gens vont passer à l'action. Il faut les faire venir de manière créative, des gens différents en plus, pour éviter l'entre-soi, pour qu'il y ait des ponts qui se créent. Et on passe à l'action, et on fait. Et c'est en faisant ensemble qu'on va en discuter, que la petite graine va faire son chemin et que les gens progressivement vont changer leur vision du monde. Et c'est comme ça que ça marche. On dit pas d'ailleurs, c'est moi qui le dis ça, mais je veux dire, si on regarde la littérature sur la psychologie, ma synthèse personnelle, je ne dis pas que c'est un absolu, ma synthèse personnelle, j'ai l'impression qu'on retrouve partout qu'il y a essentiellement 4 leviers sur lesquels on peut jouer pour mobiliser les gens. Le premier levier, c'est le désir. Le deuxième levier, c'est l'intérêt personnel. Le troisième levier, c'est l'obligation morale. Ça marche sur certains. Et le quatrième levier, c'est le fear of missing out, ce que certains appellent l'anxiété de ratage. Globalement, je veux en être. Je ne voudrais pas surtout ne pas en être et passer à côté de quelque chose. Mais en réalité, si on regarde plus profondément une grosse partie des publications sur la psychologie, on se rend compte que ça. On se rend compte que le cinquième levier, c'est la peur. Et souvent, moi j'entends dire, ah ouais, la peur, ça fige, ça bloque les gens. Ben non, c'est pas moi qui le dis. Juste après, je vous montre une autre image. C'est beaucoup d'études qui le concluent. Là, je vois qu'il n'y a plus que 5 minutes, mais moi je suis parti sur... Ah, j'ai eu peur, je vois tout de même. Oui, parce que là, c'était mort. On est d'accord, c'est bon. Donc, il y a des clichés sur ce que devraient être les récits ou ce que devraient être les discours que l'on tient aux gens. Moi, on me dit régulièrement « Ah, mais ça fait peur quand même, ton truc. Et ça bloque les gens quand même. » Non, on va le voir juste après. Il faudrait que ce soit positif. Il faudrait que ça fasse naître de l'espoir, et surtout pas faire peur. Alors, ce sont 3 lieux communs qui sont faux ou pas tout à fait exacts. Déjà, positif, bon, pourquoi pas? Mais ce n'est pas positif que ça doit être. C'est inspirant. Pour que les gens sentent, soient touchés et ressentent quelque chose viscéralement et suffisamment pour pouvoir se mettre en action, mais pour de vrai, quoi. Changer leur mode de vie, se mobiliser, même s'ils n'ont pas le gène de l'activiste, et aller se mettre ensemble pour changer un modèle de société. On parle quand même de choses très profondes. Est-ce que vous croyez que les gens vont le faire s'ils n'ont pas peur? En fait, quand on mobilise les gens par le positif, on mobilise plutôt pas mal. Il y a plein de gens qui suivent. Plein de gens qui font « Ouais, super !»
on va faire ça, je vais faire mon petit carré potager, je vais faire machin, mon truc. Et ils font tous des petites choses. Bon, ben on n'a pas besoin de petites choses. Enfin si, il faudrait aussi, mais on a besoin là, de grandes choses. On a besoin de remises en question fondamentales. Ces remises en question fondamentales, on ne les fait pas si on n'a pas compris qu'on n'avait pas le choix. Et on ne comprend qu'on n'a pas le choix que quand on a compris que c'était la grosse merde, et ça fait peur. Il n'y a pas de changement profond et fondamental sans une peur viscérale. Après, il faut faire gaffe. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui savent ça et qui utilisent les peurs irrationnelles des gens, irrationnelles ou partiellement rationnelles, qui vont les grossir et utiliser cette peur pour instrumentaliser, etc. J'espère que vous ne m'avez pas placé dans cette catégorie. Moi, mon but n'est pas de faire peur. Mon but, c'est d'être honnête avec vous et je suis désolé, mais ça fait peur. Et ensuite, par contre, on ne va pas s'arrêter là. On va équiper, et c'est ce que je vais faire maintenant, d'un certain nombre d'idées, de leviers, de clés, de réflexion et d'action. Mais juste pour finir là-dessus. Donc, il faut que ce soit inspirant. On peut inspirer par la colère, mesdames et messieurs, c'est un moteur très puissant. Par l'indignation. On peut inspirer par le beau, par le grandiose, par le noble, le digne. Plein de choses. Pas forcément le positif. L'espoir. Alors oui, il faut de l'espoir. Il en faut parce que si on n'a pas l'espoir qu'agir sert à quelque chose, on n'agit pas. Donc il faut un espoir, mais pas n'importe lequel. Il faut que ce soit des espoirs qui tiennent la route, que l'objet de notre espoir soit quelque chose qui soit réalistement accessible, atteignable. Donc des espoirs lucides. Je le précise parce que c'est facile de créer de l'espoir pour les gens. C'est ce que font tous les politiciens. Ils y réussissent plus ou moins, mais surtout quand ils sont candidats. Quand ils sont candidats, ils créent de l'espoir. Vous verrez avec moi, ça va être bien. Bon, c'est de l'espoir qui ne tient pas la route, en général. Et puis donc la peur. Et donc la peur, j'y viens, non ? Ben, c'est même pas qu'elle est possiblement utile, c'est qu'elle est absolument indispensable. Moi qui connais beaucoup de gens qui ont profondément changé de vie, de mode de vie, à titre personnel ou parce qu'ils sont rentrés dans un groupe, une dynamique territoriale ou un mouvement ou je ne sais quoi, et vraiment ils sont allés loin dans le changement, ben, ils ont un point commun, c'est tous ils ont peur. Tous, bien sûr. Et ça a pu éventuellement, effectivement, les bloquer pendant un petit moment. Au début, il y a un côté... Voilà. Et après, on dépasse ça. Et ensuite, on agit ensemble avec d'autres. Et c'est par l'action qu'on dépasse la peur. C'est par l'action qu'on recrée de l'espoir. Et de l'espoir de surcroît lucide, si on sait pourquoi on fait les choses et qu'on a confiance dans le fait que c'est pertinent. Voilà. Et ça ne veut pas dire que la peur disparaît, mais elle passe après largement au second plan. C'est autre chose, il y a une dynamique et une tension. Et honnêtement, ces gens-là, ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils sont en cohérence. On dépasse ces dissonances cognitives qui nous rendent fous, on sort de la course folle ingagnable dans laquelle cette société nous met, et on retrouve une forme de cohérence qui, je ne dis pas rend nécessairement heureux, mais qui au moins rend le bonheur possible. Ça. Pour ceux qui pensent que non, quand même, la peur, c'est pas bien. Bon, ben, lisez cette méta-étude, Appealing to Fear, a Meta-Analysis, voilà, of Fear, Appeal, Effectiveness and Theories, publié en 2015, qui a étudié 127 articles portant sur la peur. Est-ce que la peur est un mobilisateur efficace ou pas ? C'est sans appel. Oui, toujours. Pas de cas identifiés où la peur ne mobilise pas. Donc la peur, ça mobilise. Mais est-ce que ça mobilise bien ? Ah, ça c'est une autre question. La peur, pour faire bouger les gens, il en faut. La peur toute seule, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe ? Parce que les gens, ils rentrent dans des formes de repli quand ils ont peur. Ça va être un repli identitaire, un repli communautaire, un repli idéologique, un repli de classe, un repli individualiste. On va savoir, différentes formes de repli. Et tous les replis ne sont pas bons pour la société. Le meilleur repli, à la rigueur, celui qui est le plus constructif, le plus positif, ça va être des transitionneurs qui vont dire moi avec mes potes je vais faire une ferme en permaculture et puis on va créer un micro-village, un micro-éco-village ou machin, etc. Bon, c'est très bien, hein,
C'est très bien et ça crée également de la connaissance, parce que ces gens vont apprendre beaucoup de choses très utiles, ils vont aussi apprendre leurs limites. Et ça aussi, c'est très utile d'apprendre ses limites. Mais dans le meilleur des cas où on a la Dream Team, avec je ne sais combien, un petit groupe de personnes, où ils savent tout faire entre eux, tout, produire leur bouffe, produire leur énergie, l'eau, se soigner, tout réparer, se déplacer, tout, ils savent tout faire. Bon, bah super, vous êtes autonome. Vous êtes peut-être même résilient, jusqu'à ce que les autres arrivent. Parce que tôt ou tard, les autres arrivent. Et qu'on ne peut pas gérer un flux entrant de personnes, que ce soit des gens de passage, que ce soit des migrants, que ce soit des gens de la ville alors qu'on est à la campagne, ou les voisins, on s'en fout. Que ce soit des gens bien ou mal intentionnés n'y change rien. On n'a pas les épaules pour accueillir plus de monde. Donc, la résilience, elle est collective à l'échelle territoriale où elle n'est pas. Si c'est trop petit, ça ne tient pas le coup, ça ne tient pas le choc, ça ne peut pas passer les grandes crises, ça n'a pas toutes les compétences, pas toutes les redondances, ça ne peut pas assurer sa propre sécurité, ça ne peut pas accueillir du monde, etc. Il faut que ce soit au minimum quelques milliers de personnes, et quelques dizaines de milliers, c'est la taille un peu optimale. Au-dessus de 100 000, ça commence à devenir un peu compliqué, mais pourquoi pas. Après, 1 million, on oublie. C'est plus possible. Largement trop. Bref, mais globalement, à une échelle territoriale, on peut découper un territoire en biorégions. Si vous ne connaissez pas ça, vous pourrez aller rechercher. En tout cas, découper un territoire. Et puis ensuite, au sein de ces découpages territoriaux, il y a des solidarités à mettre en place et des résiliences à construire qui sont intra et ensuite territoriales. Interterritoriales, ça c'est entre territoires également, un réseau de territoires qui sont solidaires les uns des autres et complémentaires. Et évidemment, tout ça est très idéaliste, hein, mais ça pourrait tout à fait se décider, ça pourrait tout à fait s'organiser. On n'a pas besoin de l'État pour ça. De la même manière qu'il y a déjà aujourd'hui des réseaux internationaux de villes qui ne passent pas par le stade État, tout à fait avoir un réseau de territoires qui s'organisent entre eux. Pas de problème pour ça. Et ce qui est bien avec les territoires, c'est que c'est dans notre zone d'influence ou de contrôle. On peut faire des choses concrètes. Alors que la politique de là-haut, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de peser là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager, peut-être même. Tout ça. Mais souvent, quand même, les vrais changements, ils viennent du bas et les politiques finissent par suivre quand ils n'ont plus le choix. Donc, essayons de peser, voire de travailler avec les politiques, mais n'attendons pas les bras croisés que ça vienne d'eux. Mettons-nous à l'œuvre, au niveau territorial. Donc, en dessous, pas résilient, pas durablement résilient. Au-dessus, ça devient de nouveau une usine à gaz qui dépend de chaînes d'approvisionnement extrêmement longues, qui elles-mêmes dépendent de pétrole bon marché, etc. Et ça n'est plus maîtrisable. Bref, pour finir, on parle d'imaginaire, et je vous dis que là, effectivement, il est temps de créer des électrochocs. Des véritables électrochocs. Là, les gens dorment, hein, n'ont pas du tout compris les enjeux, n'ont pas du tout compris les ordres de grandeur et le timing de l'affaire. Pas du tout. S'il n'y a pas d'électrochoc, c'est mort. Il faut se réveiller. Vous voyez, en Suède, en 2018, ils ont fait circuler un livret qui a été traduit en 22 langues, que vous pouvez trouver en français, qui s'appelle « En cas de crise ou de guerre ». On dit, on rentre dans une zone de l'histoire qui est turbulente, dangereuse. On n'est pas du tout certain que l'État pourra assurer la sécurité de tout le monde demain. Et donc voilà quelques recommandations pour vous préparer localement. Je ne dis pas que tout est parfait dans ce petit livret, mais ils ont fait circuler ça. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que ce serait absolument impensable en France. Mais pourquoi ce serait impensable en France? On est si cons que ça? Les Suédois ne sont pas plus catastrophistes que les Français. Ils sont peut-être un peu plus matures sur certains sujets. Mais ça, il faut le faire. Il faut faire des choses comme ça en France. Mon pari personnel, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup d'élus, qui s'imaginent que les gens n'ont pas envie d'entendre ça, et que l'élu qui arrive avec les mauvaises nouvelles, c'est quelqu'un que les gens n'aiment pas, et je pense que ça va très 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 vite être le contraire. Je pense qu'on rentre dans une zone tellement turbulente
que les élus qui n'ont pas parlé des sujets, même si tout le monde ne les écoute pas à l'instant T, les élus qui n'ont pas fait ce qu'il faut, ça va leur retomber sur la gueule et ils vont le payer, plutôt qu'ils ne le pensent. Moi, donc, je dis, il faut ouvrir la conversation. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé, mesdames et messieurs, quand l'imaginaire dominant, qui est l'imaginaire qui consiste à dire que l'humain est génial, il s'en est toujours sorti, il s'en sortira toujours, technologie patati et autre chose, et que donc, du coup, finalement, vers l'infini et au-delà. Hein. Voilà. Quand cet imaginaire-là va s'effondrer, parce que on est arrivé aux limites de la possibilité de croire en cet imaginaire. Ça a bien fonctionné pour pas mal de monde pendant quelques décennies, et là, c'est vraiment les limites. Donc, quand cet imaginaire va disparaître, c'est quoi qui va le remplacer? C'est quoi les imaginaires qui vont le remplacer? Malheureusement, ils sont déjà très très présents. Ils montent, des fois on appelle ça du populisme. Ce sont des imaginaires de repli, là encore, et c'est des imaginaires nous contre eux. Voilà. C'est la solidarité. Oui, bien sûr, on va être solidaire au sein de notre communauté et contre les autres communautés, surtout si la couleur de peau est légèrement différente. Ça, c'est un véritable problème, voyez-vous, parce que ça ne marche pas. C'est pas juste que j'aime pas ça. C'est pas juste que mon orientation idéologique ou politique personnelle fait que j'aime pas ça. Ça n'a rien à voir. Je reprends ma casquette d'expert qui a étudié les systèmes résilients. Et je vous dis qu'un système ne peut pas être durablement résilient dans un contexte de descente énergétique et matérielle, enfin moins de ressources, s'il n'y a pas d'entraide intra- et intercommunautaire. Voilà. Dans l'histoire, il y a quelques exceptions, mais rarissimes, mais globalement, ça ne marche pas. Et là où c'est un peu compliqué, c'est qu'à très court terme, ça peut être le contraire. À très court terme, des fois, ceux qui s'en sortent le mieux, ça va être les grandes gueules, les plus opportunistes, les plus individualistes, les plus violents, qui vont réussir à s'approprier la ressource, prendre le dessus sur les autres. Et peut-être qu'effectivement, à très court terme, ces gens-là, on va penser qu'ils s'en sortent mieux que les autres. Mais ça ne dure jamais. Ces gens-là créent les conditions du conflit et de la violence, et ils vivent une vie de merde, et ça se retourne contre eux assez rapidement. Mais ça peut durer quelques mois, hein. Peut-être même plus dans certains cas. Mais vraiment, dans la durée, les communautés, les territoires qui s'en sortent sont les territoires qui s'entraident de façon intercommunautaire. Donc, il faut maintenant engager de nouveaux récits là-dessus. Il y en a déjà, hein, ce n'est pas novateur. Et pourtant, quand même, ils ne sont pas à la hauteur. Déjà, ils sont presque tous un peu pareils. Et donc, on fait de l'entre-soi, une fois de plus. Il faut diversifier ces récits. Et il faut raconter d'autres façons de faire, de façon inspirante. J'y viendrai encore un tout petit peu après là-dessus. C'est extrêmement important pour montrer qu'on s'en sort bien, qu'on s'en sort mieux et qu'on est plus heureux si on construit ensemble. Et il y a toujours, évidemment, des gens qu'on n'arrivera jamais à convaincre de ça, mais à la rigueur, on s'en fout. L'idée, ce n'est pas de convaincre tout le monde, c'est d'avancer avec le plus grand nombre possible. Nous avons des imaginaires inspirants maintenant à construire et vecteurs d'espoir, parce qu'il en faut pour agir, mais d'espoir lucide. Globalement, on a un système qui est hautement artificialisant. Il faut évoluer vers le plus de régénératif possible. Après, il ne faut pas se leurrer. Hein. On ne va pas transformer la civilisation tout entière en un système régénératif. Il y a des activités économiques qui ne le seront jamais. Pour autant, il y a pas mal de marge de manœuvre et rien ne nous empêche d'essayer d'aller le plus loin possible dans le régénératif, ce qui implique aussi de démanteler le plus possible le dégénératif. L'idée, ce n'est pas juste de faire des choses nouvelles. Hein. Il faut ça, proposer quelque chose de nouveau. Mais il faut aussi s'opposer à ce qui déconne. Il faut remettre en question les pans les plus abjectement destructeurs du système. Il faut rentrer en résistance, sous une certaine forme. Il y a différentes manières de faire, hein, plus ou moins radicales, de l'intérieur, de l'extérieur, etc. Chacun fera ce qu'il voudra ou ce qu'il pourra, mais il y a besoin à la fois de proposer des choses nouvelles et d'agir et de se mobiliser pour un projet, mais aussi une mobilisation contre certains projets ou certains éléments de notre modèle de société. Les deux sont absolument inséparables. Et il y a des nouveaux gagnants et des nouveaux perdants. Et les nouveaux perdants, c'est les ennemis du changement. Les gens qui entrevoient, à tort ou à raison,
L'important, ce n'est pas est-ce qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils vont perdre. L'important, c'est est-ce qu'ils croient qu'ils vont gagner ou est-ce qu'ils croient qu'ils vont perdre. S'ils croient qu'ils vont perdre, ils s'opposent au changement. Et donc, il faut discuter avec les gens. Déjà, la première chose, c'est que lorsque vous rencontrez des antagonismes, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez des projets qui roulent tout seuls, c'est que vous ne changez pas grand-chose. Donc, vous voulez changer en profondeur, vous allez rencontrer des antagonismes, et c'est bien, il faut le rechercher presque, il faut s'y attendre, et il faut s'y préparer. Quand vous allez être face à des gens qui sont des opposants, vous parlez. Pourquoi ça ne te plaît pas? Essayez de comprendre. Et est-ce qu'il y aurait des choses qu'on pourrait faire pour que du coup, ça soit OK pour toi? Oui, non, voilà. Et puis on voit très vite s'il y a des choses possibles ou pas. On voit s'il y a des a priori totalement déconnants. Non, attends, pourquoi tu dis ça? Non, je ne suis pas d'accord. Écoute, si tu veux, on va te démontrer que ça c'est... Et puis on va te prendre un autre exemple, ça a été fait ailleurs, regarde ce que ça a donné, ça te rassure ou pas, etc. Les gens essaient de rassurer les gens, et puis ensuite on leur propose des choses. Bon, OK, je comprends que tu penses que tu vas perdre à tel niveau. Très bien, peut-être. Mais si en contrepartie de ça, je te propose ça ailleurs, qui n'a rien à voir, autre chose. Le compromis est bon pour toi ou pas? Je ne dis pas que ça marche à chaque fois. Il faut en tout cas essayer ce type de négociation avec des gens qui sont des adversaires au projet que vous voulez mettre en place. Et ensuite, il faut faire des expérimentations. Inspirez-vous de ce qu'ils ont fait, encore les Suédois, à Stockholm, au milieu des années 2000. Il y avait d'un grave problème de congestion du trafic. Et il y avait notamment une des îles où c'était de la ville de Stockholm qui était carrément impossible de circuler. Et ils ont fait travailler des consultants, ils ont modélisé des flux, etc. Et ils ont arrivé à la conclusion que si on rendait payant un des ponts, qui était le plus ou un des plus traversés, alors, en mettant le prix à tel niveau, alors ça décongestionnerait la ville. Donc, ils ont annoncé qu'ils avaient ce projet. Et là, c'était une catastrophe totale, quoi. Les gens ont dit vous êtes complètement fou. Moi, je le prends 3 fois par jour, le pont, je ne vais pas payer 3 fois par jour. Et puis, moi, mon commerce, il n'y a plus personne qui va passer à mon commerce. Et puis, du coup, ça va être une catastrophe pour moi. Et puis, il y avait environ 70% des gens qui étaient opposés au projet. Et ce qu'a fait la ville de Stockholm à ce moment-là, c'est la chose suivante. Ils ont dit OK, on vous a entendu, on va le faire quand même. Mais sous la forme d'une expérimentation. Donc, on refait le point dans 1 an. Si dans 1 an, vous n'êtes toujours pas content, on arrête tout. Bon, je ne dis pas que c'est valable pour tout, tout ne peut pas. Mais bon, au bout d'1 an, il y avait 80% des gens qui étaient pour. Ça se tente. Ça, c'est de la vraie démocratie, mesdames et messieurs. Savoir être ferme tout en étant à l'écoute, savoir revenir en arrière, ça veut dire OK, on s'est planté. Mais quand même fixer une direction et y aller. Aujourd'hui, nous avons des ressources très précieuses pour l'avenir, les hommes et les femmes, avec une culture du risque qu'il faut développer et de la responsabilité. Il faut parler de ces choses-là. Une pensée système. Quand vous avez un problème ici, un problème là, essayez de voir s'il n'y a pas des causes communes. Plutôt que de vous attaquer séparément aux différents problèmes, voyez pas s'il n'y a pas un truc que vous pouvez attaquer qui va tout résoudre d'un coup. Il faut préparer les gens, il faut former les gens, il faut répartir des rôles à l'avance, peut-être dans vos communautés, peut-être dans vos entreprises. Et si demain, il y avait un grave problème un jour qui se produisait, qui est responsable de quoi? Alors, je ne sais pas, moi je suis responsable de la bouffe, moi je suis responsable de l'eau, moi je suis responsable de la santé, moi je suis responsable... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, imaginons. Après, vous réfléchissez à des cas spécifiques, mais définissez certains rôles clés. Ensuite, trouvez un moyen pour que les gens disent moi je veux bien être le responsable, moi je suis le suppléant, etc. Et ensuite, vous distribuez à ces gens un marqueur physique de leur rôle. Ça peut être une casquette, ça peut être un brassard, ça peut être un dossard, ça peut être un t-shirt, je ne sais pas. Ce que vous voulez. Avec des couleurs clairement identifiables et avec le mot. Le responsable de la bouffe, il a un t-shirt vert avec écrit « bouffe » dessus, par exemple. Et quand vous faites ça, les gens, ils prennent ça souvent au second degré. Il y en a quelques-uns qui prennent ça très au sérieux, mais pas tant que ça. Et chacun a le t-shirt quelque part dans un tiroir. Mais si le jour ça se produit, alors il va y avoir du chaos. Et dans ce chaos, les gens à qui on avait attribué un rôle vont se raccrocher au seul truc qu'ils ont dans leur tête qui est solide, c'est le t-shirt. Ils passent le t-shirt ou la casquette ou le machin et ils deviennent le personnage qu'ils sont censés être. Ils prennent les responsabilités qui leur ont été attribuées et ils contrent le chaos. Ça, c'est très intéressant. Ça fonctionne, il y a pas mal d'expériences. Il faut mettre en place des chantiers coopératifs parce que ça booste le sentiment d'efficacité personnelle des gens. Plus on fait, plus on a envie de faire.
On a besoin de faire des stocks collectifs, mesdames et messieurs, avec des redondances également, de choses importantes. Il faut l'avoir en double, en triple. On a besoin de diversité et de mise en réseau des différents acteurs au sein d'un territoire et entre les territoires. Ce n'est pas parce qu'Arthur Keller il a dit, c'est juste parce que la littérature scientifique sur la résilience montre bien que s'il n'y a pas une grande diversité, ce n'est pas résilient. De la même manière que en agriculture, une monoculture, ce n'est pas résilient. Voilà, une polyculture, c'est plus résilient. Il faut construire de la confiance, ça prend du temps, ça demande de la solidarité, du partage, et ça crée de la cohésion également. Il faut mettre en place une sobriété, mais systémique. Il ne faut pas juste dire aux gens, comme c'est le cas aujourd'hui, on appelle à votre sens civique pour faire des efforts chez vous de sobriété. La sobriété, ok, mais elle doit s'organiser de façon systémique, collective. C'est une conversation, une négociation collective. Et il faut organiser, c'est pour ça que je parle de sobriété, une descente énergétique et matérielle. Et enfin, il faut développer une culture écologique et développer un véritable équilibre avec le vivant. Il faut arrêter de lui écraser la tête sous l'eau, il est en train de se noyer. Le vivant a besoin, à minima, qu'on lui foute la paix, à maxima, qu'on lui file un petit coup de pouce pour qu'il puisse repartir, puis qu'on lui foute la paix. Mais certainement pas qu'on continue à lui mettre de la pression. Il faut évidemment écouter ce que disent les jeunes, bon, pas tous, mais il y a quand même aujourd'hui une vraie mobilisation, une vraie mouvance chez les jeunes qui réclament des entreprises, qui leur proposent des jobs qui font du sens. Et puis voilà, enfin on va parler de résilience, c'est la dernière partie de mon exposé, la dernière ligne droite, et vous allez voir, c'est la partie sans doute la plus dense de toutes. Et oui, c'est possible, je vais accélérer. La résilience, c'est extrêmement important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Une dictature, c'est très résilient, donc vous voyez, ce n'est pas parce que c'est résilient que c'est bien. Mais par contre, la résilience, c'est notre capacité en mode dégradé, pendant les crises et les ruptures de continuité majeures qui vont nous frapper dans les prochaines années et décennies, c'est notre capacité à rester opérationnel et à garder des marges de manœuvre, et donc notre capacité à pouvoir continuer à faire avancer le schmilblick, pour pouvoir continuer à travailler sur les projets de fond, les différentes causes. Voilà. Parce que sinon, si on n'est pas résilient, tout le reste va s'évaporer. On va juste être très, très, très préoccupé par notre propre survie et il n'y aura plus de temps pour le reste. Et le concept même d'éthique, sera très lointain. Fraternité aussi, très lointain. Donc imaginons que la résilience, c'est quoi à la base? Imaginons qu'un choc arrive, c'est la capacité à résister d'abord, puis si le choc est trop grand, à se déformer, à absorber, à s'adapter, passer en mode dégradé, se recentrer sur les fonctions essentielles, mais ensuite pour être capable de rebondir et d'arriver à un nouvel état qui est différent de l'état d'origine et idéalement qui est meilleur puisqu'on a appris de ses erreurs et de ses réussites, on est donc même plus résilient. Ça, c'est la théorie. Sauf que moi, je vous parle de risques systémiques. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler de résilience, il y a de grandes chances pour que des gens qui sont passés avant moi aient prononcé le mot. Mais quand ils ont prononcé le mot, ce n'était pas le même mot que celui que moi je prononce. Eux, ils ont prononcé, s'ils l'ont prononcé, une forme de résilience bien spécifique vis-à-vis d'un problème bien spécifique. Par exemple, résilience d'un modèle agricole ou même plus localement, résilience d'une exploitation agricole face à l'enjeu de stress hydrique. Résilience d'une infrastructure face au risque cyber. Résilience de ceci, cela face au risque ceci, cela. Ce sont des choses assez spécifiques, d'accord? Et c'est une vision des risques bien spécifique aussi. Quasiment tous les experts des risques ont cette vision des risques. Ce sont des événements futurs possibles, plus ou moins probables. Ce sont des événements qui sont limités dans l'espace et dans le temps. Donc si jamais le risque devient crise, c'est limité dans l'espace et dans le temps, on déclenche une cellule de gestion de crise. Et c'est quoi le but de la gestion de crise? C'est de revenir le plus rapidement possible à la normale. C'est de maintenir un système qui est intrinsèquement jugé bon et viable. Il faut le maintenir parce que c'est un bon système et il est fiable, il peut durer. Bon, il y a quelques mauvais moments à passer, des crises, on referme vite ces parenthèses-là, on revient à la normale. Il y a une idéologie sous-jacente derrière ça dont ne se rendent absolument pas compte la quasi-totalité des experts de risque avec qui j'ai parlé. Mais moi, je ne vous parle pas de ce type de risque. Vous voyez, moi, je ne vous parle pas d'événements, mais de processus. Les risques systémiques, ce sont des processus qui sont déjà enclenchés.
et qui font qu'il n'y a pas de retour à la normale possible, puisque la normale est en train de dévisser. Il est question de changement et d'accompagner le changement. La résilience, alors l'approche par la prévention des risques et la gestion de crise, c'est pour maintenir le système. L'approche par la résilience, c'est pour le faire évoluer. Dans le cas numéro 1, c'est souvent des modes d'action top-down, c'est des décisionnaires qui viennent du haut, c'est des personnels spécialisés qui sont là pour la gestion de crise, etc. Et c'est rarement inclusif du grand public, ça arrive, mais c'est... Voilà. Dans la résilience, c'est inclusif, c'est culturel et c'est transformationnel. Il faut une résilience globale, c'est-à-dire quelle que soit la nature de la crise, quelle que soit la nature de la rupture de continuité. Est-ce qu'on est capable, face à une crise que les systèmes qu'on a prévus précisément n'ont pas réussi à empêcher et ne sont pas capables de gérer? C'est dans le cas de l'échec de cette première option que là on voit si oui ou non une collectivité est résiliente, de sa capacité à s'auto-réorganiser pour faire face dans la dignité sans que ce soit le chaos. Et ben, je vous dis, aujourd'hui, il y a très peu d'endroits qui ont ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se construit et que ça s'enseigne même. Mais par contre, il faut se bouger le cul. Et le système socio-écologique, c'est parce que la résilience ne doit pas simplement concerner les hommes et les femmes et les sociétés humaines, mais tout cela en interface avec les systèmes écologiques, les ressources, les écosystèmes, le reste du vivant, les cycles biogéochimiques, le climat, etc. La résilience, donc, il y a deux façons de la penser. Quand on est dans une entreprise, par exemple, on peut se dire pourquoi ça n'a pas... Ah, il y a eu un bug d'affichage, je crois, à moins que ce soit eu plus tard. On va voir. Alors, je vais vous le dire, et puis si ça revient plus tard, je vous l'aurai dit. Voilà. Il y a deux façons d'envisager la chose. Et moi, on me contacte régulièrement. Monsieur Keller, expert de la résilience, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut rendre notre entreprise résiliente? Ce à quoi je réponds 9 fois sur 10, ça dépend de l'entreprise bien sûr, mais ce que je réponds, c'est moi, la résilience de votre entreprise, c'est pas mon affaire. J'en ai rien à cirer en fait. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la résilience des organisations qui sont des agents de la résilience sociétale. Ça m'intéresse. Donc quand vous réfléchissez résilience, voyez ce que vous pouvez être à votre niveau, plus soutenable, plus résilient. Mais surtout, comprenez bien qu'on a besoin qu'il y ait des gens et des entreprises, donc des personnes physiques comme morales, qui s'engagent citoyennement parlant, civiquement, qui s'engagent dans une dynamique, un mouvement, qui deviennent des agents du changement culturel et qui deviennent des agents de la résilience sociétale. Personne ne tire son épingle du jeu d'un monde qui se casse la gueule. S'il n'y a pas de résilience sociétale, on n'est pas résilient de la même manière que le petit groupe d'individus qui s'est fait son micro à mots, il est peut-être très, très résilient jusqu'à ce que les autres arrivent. Si les autres autour ne le sont pas, ils ne le seront pas. Bon, donc ça ne sert à rien d'essayer de dire je rends mon entreprise résiliente si vous ne vous engagez pas pour la résilience du système dans lequel elle s'inscrit. Imaginez qu'on ait des problèmes d'approvisionnement en bouffe. Alors vous savez peut-être, cette étude de 2017, vous savez peut-être que excusez-moi, dans les 100 plus grandes aires urbaines françaises, la bouffe que consomment les habitants provient d'ailleurs à 97,9%. Parce que les territoires se sont tous spécialisés pour être compétitifs, c'est l'obsession, et on a optimisé les choses du point de vue économique. On s'est spécialisé, donc quasiment tout ce qu'on produit, on l'exporte, et quasiment tout ce qu'on consomme, on l'importe. Et c'est facile, parce qu'il y a une quantité incroyable de pétrole bon marché. Alors je refais la phrase, c'est facile tant qu'il y a beaucoup de pétrole bon marché. Malheureusement, cette période de l'histoire est en train de se refermer. Comment on va faire? On a besoin de quoi pour bouffer, mesdames et messieurs? On a besoin de semences qu'on ne produit pas nous-mêmes, qu'on achète à des multinationales étrangères. On a besoin d'intrants agricoles qu'on ne produit pas nous-mêmes, qui demandent beaucoup de pétrole ou de gaz pour être produits. On a besoin de machines agricoles qu'on ne sait pas réparer nous-mêmes si elles tombent en panne. On a besoin de la pièce qui vient d'Asie ou des États-Unis. On a besoin de la mise à jour du logiciel interne. Sinon, si on ne paye pas l'abonnement, on ne peut plus l'utiliser. On a besoin d'intrants divers et variés, non, ça je l'ai déjà dit. On a besoin de pétrole bon marché, on a besoin d'infrastructures qui fonctionnent, on a besoin d'aide européenne, sinon le système s'effondre, il n'est pas viable. Et on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère, spécialisée, saisonnière, à bas coût, qui chaque année vient produire les tomates
en France, parce que c'est quand même pas nous qui allons produire nos propres tomates. Et quand il n'y aura plus assez de pétrole abondant bon marché et que ces gens ne pourront plus venir produire chez nous pour nous, on va faire comment? Voilà la France, grand pays encore riche, grand pays agricole, qui est en réalité extrêmement vulnérable pour la production de sa bouffe. Et s'il n'y a pas de bouffe, le chiffre d'affaires, les parts de marché, le PIB, je vous dis, on va vite s'en ficher. Hein. Donc imaginez, on est dans une situation où les individus produisent plus leur nourriture, ils stockent plus leur nourriture, ils transforment plus leur nourriture, ils s'achètent tout à la grande, 70% de ce qu'ils achètent, c'est la grande distribution qui a que 3 jours d'autonomie de stock. Les lieux de production et les lieux de consommation sont très distants les uns des autres. Il n'y a plus de stock ni à la ville ni à la campagne, pas non plus de stock stratégique. Le consommateur, en plus de ça, n'a plus aucune tolérance à la frustration. Donc, en cas de rupture prolongée de l'approvisionnement en pétrole et en gaz abondant et bon marché, on tient combien de temps, mesdames et messieurs? Voilà. Oui, peut-être. Non, peut-être un peu plus. Faut voir. Maintenant, à présent, réimaginez. Imaginez qu'on a produit de l'énergie. Elle peut être produite, opérée, maintenue dans un rayon géographique maîtrisable. Voilà. Pour la production énergétique, on n'achète plus des trucs qu'on ne sait pas produire ou réparer chez nous. On n'achète pas un dispositif qui, pour fonctionner, a besoin d'une puce électronique qui ne sait être produite qu'à Taïwan. Pas pour la production énergétique. On a d'autres systèmes qui ne sont peut-être pas les plus performants du monde, mais la performance ne doit plus être le paramètre clé, il doit être un paramètre secondaire derrière la fiabilité et la robustesse en mode dégradé. Voilà ce dont on a besoin. Ça, c'est pour l'énergie, c'est pareil pour la nourriture. C'est pareil également pour les systèmes de transport. Aujourd'hui, on parle beaucoup, notamment des nouvelles motorisations et des nouvelles batteries. Ouais, super. Mais moi, je vous dis, il faut penser culturel, sociétal, systémique. Est-ce que l'enjeu, c'est véritablement... Ah, mince, je ne sais pas pourquoi ça s'est affiché dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on a véritablement besoin de travailler juste sur les motorisations? En fait, la question plus importante, c'est quels sont les nouveaux systèmes de transport dont on a besoin et quelles sont les nouvelles offres de services dont on a besoin. Et ces réponses-là, on ne les a que si on pose la question des nouveaux usages en termes de mobilité. Et on ne pose cette question que quand on a réfléchi à nos besoins. Réévaluer collectivement nos besoins, c'est une question de choix de société. Voilà ce dont on a besoin. Si on prend par le bas la question, c'est foutu. Il faut poser les questions stratégiques, celles qui manquent, celles qui dérangent. Par exemple, celle-ci. Comment fait-on pour que n'importe qui, n'importe où, même au fin fond de la campagne, surtout au fin fond de la campagne, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité, le tout durablement, sans avoir à posséder de véhicule? Si on ne trouve pas une réponse à cette question, ça va être un sacré bordel dans les campagnes, à mon sens, bien avant 2030. Personne ne pose cette question, à ma connaissance. Vous avez des filières en France de matériaux biosourcés, géosourcés. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas bien. J'ai encore besoin de 5 minutes. J'ai dépassé de 5 minutes. Renseignez-vous ce qu'on peut faire avec ce que l'on a dans un rayon géographique maîtrisable. Renseignez-vous sur les low-tech si vous ne connaissez pas. Les low-tech, ce n'est pas juste le mec qui pédale pour faire tourner le tambour de sa machine à laver. Les low-tech, c'est un enjeu d'innovation majeur. C'est un enjeu pour revoir les cahiers des charges de l'innovation, pour y intégrer, et c'est faisable, ça a le potentiel pour ça, à la fois l'impératif de durabilité forte, comme je vous disais tout à l'heure, de résilience collective, et c'est un arbitrage entre les deux. Les deux ne sont pas forcément toujours... ils ne vont pas toujours forcément de pair. Des fois, ce qui est le plus écologiquement durable, on va dire, n'est pas résilient et vice-versa. Donc les deux, et une transformation culturelle. Donc vous pouvez aller retrouver cette infographie et sa légende, parce que sans la légende, c'est un peu abscon, sur le Wikipédia consacré au low-tech. Et si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller lire la note de la fabrique écologique consacrée à l'innovation low-tech. Et notamment, vous comprendrez la différence majeure qu'il y a entre l'innovation low-tech et l'innovation frugale. Renseignez-vous sur le Global Village Construction Set. C'est génial. Des gens qui ont mis au point les machines qui servent à reconstruire une civilisation. Et tout ça, tous les plans, sont open source. N'importe qui peut le faire, n'importe où dans le monde, avec des besoins limités en termes d'outillage. Après, il faut être bon bricoleur, hein, en termes d'outillage. Et uniquement avec des morceaux, de la ferraille, des trucs que l'on peut trouver à bas prix à peu près n'importe où dans le monde. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez l'atelier paysan sur d'autres façons d'autres machines légères, on va dire agricoles. Regardez éventuellement la Gazelle aussi, ce projet qui est intéressant pour construire des voitures, avec des ateliers de construction, d'assemblage de voitures qui sont localisés, c'est-à-dire que ce sont des ateliers qui prennent l'espace de 1 ou 2, je ne sais plus, containers. Et donc, il n'y a pas une méga-usine quelque part, mais plein de micro-usines partout. Il faut préserver le foncier agricole, mesdames et messieurs, c'est notre avenir qui en dépend. Donc si quelqu'un veut acheter pour artificialiser, il faut rentrer en résistance et dire pas ici, pas chez nous. Dégage. Sous une forme ou une autre. Se donner les moyens de l'autonomie territoriale pour tout ce qui est vital.
J'ai parlé de la bouffe, c'est aussi valable pour l'eau, etc. Il ne faut plus dépendre soit de gens, soit de décisions, soit de technologies qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes pour les choses essentielles et qui ne sont pas durables. Ou alors, faut avoir un plan B. Des pratiques agricoles, il faut aller vers l'agroécologie. Je ne développe pas plus, mais si vous ne le savez pas, il y a une solution aux grands problèmes du monde en termes de bouffe. Ça s'appelle l'agroécologie. Voilà. En agroécologie, il y a tout ce qu'il faut pour avoir un système qui est viable et qui, en plus, va contrer, va être du côté de la solution pour ce qui est du changement climatique. Il faut végétaliser les agglomérations, mais une végétalisation vivrière. Les gens cultivent, c'est pas assez pour bouffer, mais ils cultivent, ils font de la bouffe entre eux, ils partagent des moments de convivialité, ils apprennent à se connaître, ça crée de la confiance, ça crée de la résilience. Il faut boucler les cycles de nutriments, notamment le cycle du phosphore. Nos sols sont morts, nos sols ne savent plus faire pousser le moindre végétal, parce que le cycle du phosphore est brisé. On bouffe et on va faire nos besoins dans l'eau potable et ça part à l'océan, plutôt que de refermer le cycle du phosphore. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Pour que les choses poussent dans le sol, on perfuse artificiellement les sols avec des engrais. Dans ces engrais, il y a des phosphates. Ils viennent d'où ? Essentiellement du sud du Maroc. Disons que les réserves, presque 80% des réserves mondiales sont dans le sud du Maroc. Et donc, malheureusement, ça va être un problème, puisque les experts nous expliquent que le pic global mondial de phosphore, c'est dans les années 2040 au plus tard. Il faut donc qu'on arrive à faire sans ça. Et pour cela, il faut recycler nos propres urines. 65% du phosphore est dans nos urines, avec des toilettes à séparation d'urine. Et ensuite, ça se fait. Traiter ça et les revaloriser comme intrants. Des circuits courts locaux, des économies locales, parce que quand il va y avoir la grande crise, la grande récession, peut-être même la grande dépression, peut-être même quelque chose de bien pire que la fin des années 1920, eh ben, les petits producteurs locaux, plutôt que de mettre la clé sous la porte, comme ce serait logiquement ce qu'ils feraient au sein du système, eh ben, ils peuvent continuer à fonctionner parce qu'ils se connaissent entre producteurs, consommateurs et entre les deux, des transformateurs, des distributeurs, des restaurateurs, etc. Il faut mettre en place des redondances dans le système, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et des stocks, mais des stocks gérés collectivement. Et enfin, une régénération écologique. Je termine avec quelques idées. Alors, oui, non, ça je passe vite, c'est pas très grave. Oups, là, mince. Tout ça en solidarité, etc. Pas parce que c'est Arthur Keller qui l'a dit, mais simplement parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, quelques idées pour clôturer. Il faut travailler sur la question de nos besoins. Reposer la question, c'est quoi nos besoins ? On n'a peut-être pas tous la même vision de la vie, mais par contre, on est égaux devant un certain nombre de besoins essentiels. De quoi dépend la satisfaction de ces besoins ? La réponse à cette question doit être sanctuarisée. Ces choses-là, on les sanctuarise, on les préserve, on les protège. Ça s'appelle les communs et on les gouverne collectivement. Renseignez-vous si vous ne connaissez pas la gouvernance des communs, notamment les travaux d'Elinor Ostrom. Nous avons également ça qui est très important. Comment on garantit l'accès à l'essentiel pour tous ? Par exemple, les premiers litres d'eau, premiers mètres cubes de gaz, etc. Là, c'est en train peut-être de se faire pour les premiers mètres cubes d'eau en France. Bon ben voilà, l'idée, c'est véritablement ici de faire en sorte que n'importe qui puisse avoir la base pour survivre en eau, et pourquoi pas en bouffe, et pourquoi pas en gaz, en électricité, en ceci, en cela, en transport, en accès aux données. Et tout ça fait en sorte qu'on a la base pour survivre. Et quand les gens ont l'accès à l'essentiel, à un tarif régulé extrêmement bas, voire gratuit, à Montpellier, les premiers mètres cubes d'eau sont gratuits. Donc, pourquoi pas ? Quand on a ça, je ne dis pas que la peur disparaît, la fin du mois, le pouvoir d'achat, tout ça, mais pour autant, on retrouve un peu de souffle. On se dit, quoi qu'il arrive, je vais survivre. Et ça, vous savez ce que ça permet, ça ? Ça permet de retrouver des marges de manœuvre et des marges de créativité et une capacité à innover, c'est-à-dire à prendre des risques. Les gens sont très créatifs, les gens vont innover, les gens vont trouver plein de façons de vivre différemment. Si on leur laisse la possibilité, s'ils sont pris à la gorge, ils ne peuvent pas prendre des risques. Donc ça, c'est très important. Renseignez-vous sur la dotation inconditionnelle d'autonomie. Renseignez-vous sur la sécurité sociale alimentaire. Des propositions extrêmement intéressantes. Voilà, ça c'est on s'en fiche. Tout ça doit passer par des expérimentations, à la fois sur la régénération écologique, sur des économies locales, sur l'accès garanti et le modèle social qui va avec, sur des politiques, comment on gère, comment on prend les décisions, comment on gouverne en commun, et sur la production pérenne de nos choses essentielles. Tout ça, ça ne peut pas venir du haut, ça ne viendra pas de l'État, mais ça peut venir des territoires. Donc ça doit venir des territoires, il faut expérimenter, ça peut venir de vous, des PME même, peuvent très bien y aller, quoi. Et dire, moi je fais ça, tiens, j'organise des chantiers coopératifs chez moi, ça va booster la confiance, le sentiment d'efficacité personnelle et la cohésion. Voilà, et les non, ça je passe, hop. Ah oui, c'était ça tout à l'heure, bon voilà.
Et là, je passe, parce qu'à la fin, finalement, ça, je vous l'ai déjà dit. Okay, ce qui m'intéresse, c'est la résilience des agents des entreprises qui peuvent être des agents de résilience sociétale. Et vous pouvez aider, vraiment pour clôturer, du coup, il ne s'agit plus de faire différemment, il s'agit de faire différent. Il faut faire autre chose. Si vous avez une grosse boîte, si vous avez de la marge de manœuvre, testez des nouveaux trucs en parallèle à côté. Et si vous êtes trop petit pour ça, mettez-vous avec d'autres petits et créez une capacité à tester d'autres choses qui ne seront certainement pas les poules aux odeurs de tout ce que vous allez faire, mais qui seront peut-être vos canaux de sauvetage pour demain. Améliorer l'activité existante, la rendre plus verte possible. Oui, d'accord, pourquoi pas. Mais il est temps d'expérimenter des choses alternatives. Business model, comptabilité, etc. Contribuer à la réduction des flux d'énergie et de matière, c'est absolument majeur. Et la régénération écologique également. Si vous utilisez des ressources, qu'elles viennent d'un rayon géographique maîtrisable partout où vous êtes implanté. Instaurer des standards RSE ambitieux pour les collaborateurs, oui, bon, d'accord, oui, pourquoi pas. Mais pour tout l'écosystème, clients, fournisseurs, distributeurs, actionnaires. Concentrez-vous sur votre corps d'activité. Oui, non, c'est fini ça. Maintenant, il faut devenir un agent du sursaut, investir dans une bascule culturelle. Se montrer exemplaire dans ses pratiques, oui, bien sûr, mais surtout, initier un mouvement, une dynamique, et oui, une révolution. Mesdames et messieurs, là, on en est là. Il nous faut rien de moins que ça. Construisons des alternatives inspirantes. C'est ma dernière slide. C'est un écosystème. Il faut travailler ensemble. C'est un écosystème avec des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, qui conceptualisent et qui proposent des choses. J'en fais partie, par exemple. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, qui montrent l'exemple et qui transmettent. J'en fais un peu partie à ma manière, même si je n'ai pas les mains dans le cambouis, dans la terre. Les inspirateurs sont des gens qui racontent, diffusent et rendent inspirants. J'essaie d'en faire partie. Les co-organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent un réseau, un mouvement, un projet. J'en fais pas partie, je n'ai pas les compétences pour ça. Les facilitateurs sont des gens qui ont des ressources, je n'en fais pas partie non plus, soit pour financer, soit pour patronner en capacité, faire du mécénat d'entreprise, mécénat de compétences, donner, prêter, louer un lieu, du matériel, donner l'accès à un réseau, que sais-je. Voilà, moi je vous ai dit où j'étais. À vous maintenant de savoir où vous êtes. Quel acteur du changement êtes-vous? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Et peut-être plus important encore, quel acteur du changement voulez-vous être? Mesdames et messieurs, nous sommes à une croisée des chemins et c'est le déclic ou le déclin. Voilà. Merci.